Ouais, Pascal, c'est quoi la chose la plus dégueu que tu aies mangée dans ta vie? Je vais répondre très précisément à cette question. Je ne donnerai pas, c'était près de Suzhou en Chine. Et tout le team de Logitech m'invite. Bon, il y avait plein de monde. Ça parlait beaucoup chinois, je ne comprenais pas grand-chose. Et puis, on est allé dans un restaurant dont le nom m'échappe complètement. Maintenant, c'était il y a quelques années. Et puis, il y avait des mecs qui faisaient des démonstrations de versage de thé. Tu as déjà vu ça? Non. Les mecs, ils ont des... Venant du Maroc, on verse le thé super haut comme ça, Ouais, mais à la non. chinoise, je connais pas, À non. la chinoise, alors je sais pas, c'était peut-être une attraction locale. Hein, je suis pas du tout, je connais pas assez la Chine. Peut-être que c'était que dans ce restaurant-là, j'en sais rien. Mais le mec, en fait, il avait comme une espèce de grand arrosoir, un arrosoir avec un grand tuyau comme ça. Et puis en fait, il faisait comme avec un fouet. Puis il était à 1 mètre de la table, donc c'était de l'eau bouillante. Hein, puis il faisait, et puis ça, comme un fouet, si tu veux, tu avais l'eau qui arrivait dans ton verre. Puis après, hop, ça s'arrêtait. Donc déjà là, c'est pour planter le décor. Puis après, on commence. Puis il y a une petite soupe. Puis bon, pour les gens qui sont pas encore allés une fois dans leur vie en Chine, il faut bien voir que suivant la saison, il fait vraiment chaud et humide. Hein. Faut s'imaginer, hein, c'est comme ça. C'est assez intense en fait. Ok, tu es dans ce restaurant, tout le monde parle chinois, machin, machin. Tu comprends rien, tu sais pas ce que tu as commandé. Bien entendu, tout le monde se marre quand il passe la commande. Puis on reçoit une soupe avec une de ces petites cuillères en porcelaine. Est-ce que les gens visualisent? Tac. Et Bien tout d'un sûr. coup, je donne un petit coup de cuillère pour voir ce qu'il y avait dessous, mais sans mal à penser. Hein. Et là, Mm. qu'est-ce que je vois? Une petite patte de poulet Ah, ok. qui flottait. Voilà. J'ai pas C'est pas mangé dans la les. patte. Ah, t'as pas mangé? Non. T'es pas curieux et tout Non, j'ai de mangé la tester? soupe, mais j'ai pas rongé la pâte de poulet. Ça, j'y suis pas allé là. Je me suis dit oui, c'est comme quand on. Non, je me suis dit ouf, ouf. Mais c'était quoi? C'était pas bon? La soupe, elle était. Non, la soupe était délicieuse, mais j'étais pas prêt pour. Je sais Pour pas ça, ça prêt. se trouvait un J'étais truc pas qui flotte comme préparé. ça, quoi. Ouais, un truc qui flottait quoi. Et puis tu sais, une pâte de poulet, tout d'un coup, elle arrive comme ça, elle arrive en surface, puis elle comme s'il te faisait ciao ciao. Et Bon, puis ça toi, va. c'est Je quoi le pensais truc pire? que. euh, Franchement, je pense que c'est quand j'étais petit, en fait, les abats, tout ce qui est tripes. Hmm. Enfin, c'est bien cuisiné. Enfin, généralement, les gens, ils le font bien. Mais moi, c'est quelque chose je vais pas C'est- dire qui me dégoûte parce que tu Non as mais beaucoup de si, gens qui aiment dis-le, ça. dis-le. Mais Dis-le, les quelque gens qui chose aiment que ça, tu ils s'en cuisines avec fichent. du citron et tout. Pour moi, Hmm, les tripes, ouais, c'est un mauvais souvenir ouais, ça prend, d'enfance, quoi. Ah, je ça peux prend pas. au trip. Je peux Je pas. comprends, je comprends, c'est pas facile. Mais j'ai mon meilleur pote, lui, qui, en début de sa carrière, Thierry, bossait dans le trading et puis était dans une boîte qui s'appelait Noble. Il était parti, je crois, justement à Hong Kong. Et puis il Mhm. avait un souper, quoi. Ils l'ont invité à manger et tout. Puis ils ont commandé plein de petits trucs, tu vois. Ouais, Commandé plein de petits trucs et tout. Puis c'est pas bien de rigoler. Mais après, ils lui ont fait. C'était tous des Hongkongais, on peut dire quoi, chinois. Et ils lui ont fait bouffer du chien. ah, Ouais. Et il savait pas, tu vois, c'était un mets, voilà, que tu hmm. manges dans les restos et tout. Puis après, il m'a dit, il a vomi toute la nuit. Mais non, mais ça c'était Ah, il a ouais, je psychoté. pense que c'était psychologique. Ouais, il Il a a dit, quand psychoté, ou bien tu alors il se manges, grattait derrière l'oreille, il se grattait à pattes. D'ailleurs, tu peux faire le test, tu vas te promener une fois à Genève avec lui, puis tu lui dis, il te fait pas un peu envie, ce lampadaire? C'est un auditeur dévoué, hein. Il nous écoute toujours et tout. Donc, C'est un auditeur. Ah, il n'est pas auditeur au compte. non, 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 il nous écoute. Hmm. Non, non, lui, il bosse en banque. Il bosse en banque privée. Euh, C'est voilà. du gratin, ça. C'est du gratin comme auditeur. La banque privée, c'est du gratin. Ah non, il bosse en banque privée. Mais ouais, c'était Ok. cette anecdote qui me. Ouais. Enfin, manger des Bah, tripes, je préfère que manger du chien. Même si je respecte les traditions chinoises bien sûr. et autres, quoi. Il faut de On- tout. Il faut de tout. Bah, une fois, j'ai mangé de la baleine, figure-toi, en Norvège. Ok. Bah, c'était pas très Toi, bon. tu vas être étiqueté pour la durabilité, c'est pas ouf, là. Ouais, il y a tout est à refaire dans mon profil de durabilité. Tu sais ce que dit ma fille? Non? Elle dit que
pour elle, c'est pas un problème de voyager en avion parce que son papa, il est au carbone. Moi, je dis toujours que je suis au carbone. Je suis né en 73, en 73, quand il y a eu le pic pétrolier. Bon, Ok. c'est ouais. Mais ouais, non, je suis pas hyper préoccupé par cette affaire, mais je devrais, comme dit Emmanuel Todd, on peut pas s'occuper de tout. Je suis d'accord avec toi. Et puis le problème aussi, c'est que je crois que c'est vraiment devenu du greenwashing. Et puis quand tu vois un Bill Gates qui est derrière, tu fais pas forcément confiance, quoi. Moi, Ouais, ce méfiance, monsieur, méfiance. dès qu'il est sur un projet, euh, je m'en éloigne, je dirais. Prudence, méfiance. Prudence, méfiance. Sujet du jour, donc on est toujours, c'est le deuxième épisode de nos business et puis carrière tips. Donc, les conseils basés sur notre expérience et surtout la tienne. Comme tu es un petit peu plus vieux que moi et que tu as eu plusieurs vies, on va dire. C'est le privilège de l'âge. Privilège de l'âge, ouais. Ils disent que c'est un privilège de vieillir. Bien Et entendu. je crois que c'est vrai. Je Bien crois que c'est vrai. entendu. Mais pour une raison très simple, hein. Déjà, premier career advice, c'est ne pas mourir parce que l'alternative à vieillir, c'est la C'est boîte en vrai. sapin. C'est C'est vrai. donc à la fois tout à fait définitif et beaucoup moins drôle. Donc, se plaindre du fait qu'on vieillit, c'est absurde. Je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100% là-dessus. Un point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que je pense le plus difficile en entreprise, c'est pas d'apprendre les hard skills, les compétences, tu vois. Enfin, ça, généralement, les gens, quand ils se font virer ou quand ils n'arrivent pas à monter dans la hiérarchie, c'est qu'ils sont un peu moins bons dans les soft skills et naviguer la bureaucratie, la diplomatie, etc. Et moi, j'ai souvent cette discussion avec certaines connaissances et tout. Ils te disent, oui, mais si tu veux monter, il faut que tu sois copain avec le boss, que tu ailles manger avec lui ou que tu fasses les sorties de boîte, etc. etc. Et puis, c'est vrai qu'au départ de ma carrière, je me disais, ouais, ça fait un peu lèche-botte. Mais au final, quand tu vas avoir des responsabilités, quand tu veux grimper, tu es obligé de créer ce lien, en fait. Que la personne, elle te donne une mission, elle sait que tu vas l'accomplir parce qu'elle te connaît, peut-être tu es allé manger avec, tu as fait une sortie, je sais pas, golf ou laser game avec ton chef, ton patron ou autre. Et tu as beaucoup de gens qui se disent non, il faut pas, enfin, tu dois mériter ton augmentation ou devenir boss ou enfin ton, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, mais justement, enfin, de grader Promotion. ta promotion seulement avec tes compétences. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Non, mais c'est du flan, si tu veux. Bien entendu que pour réussir, il faut coucher. Non. Je sais pas si tu connais la blague. Blanche Gardin, elle a fait une excellente blague. Elle parle du métier d'acteur. Puis elle dit, en substance, hein, il faudrait l'écouter en entier, c'est sur YouTube, mais elle dit, mais comment ça, on peut plus coucher pour avoir un rôle, mais il va falloir apprendre des textes. C'est absolument délicieux. Excellent. Et non, mais le truc, c'est que, alors, la première question à se poser avant de savoir si on veut grimper dans une entreprise, c'est pourquoi on a envie de progresser et puis quelle est la motivation derrière. Bon, alors, L'oseille. ouais, l'oseille, ok. Mais en fait, ce qui fonctionne, c'est d'être très ancré puis de savoir pourquoi en fait on fait des choses. Je pense que, en tout cas, en début de carrière, c'est ce qui compte, c'est pas tellement de progresser, c'est d'apprendre. Il faut apprendre à se connaître et puis apprendre le métier. Au départ d'une carrière, en fait, souvent les tout jeunes, les juniors, ils font des heures et des heures. C'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience et puis qu'ils ne travaillent pas forcément dans la bonne direction, etc. Mais il n'y a pas tellement d'autres manières pour devenir fort que d'y passer des heures. Donc, je veux dire, si vous commencez votre carrière, il n'y a pas de miracle, il faut travailler. Et en fait, il faut jamais oublier une chose, c'est qu'en fait, à la fin du mois, vous recevez votre salaire et là, plus personne ne se doit rien. C'est-à-dire que pendant ce mois, si vous mettez les heures et vous allez le extra mile, comme on dit, ou qu'on travaille plus, vous le faites en fait pour acquérir des choses. Et c'est là en fait qu'il faut avoir bien choisi son boss, l'entreprise, le domaine, etc., etc., puis d'essayer de faire des essais pour apprendre à se connaître, savoir ce qu'on aime, passer à autre chose, etc., etc. Mais à chaque fois que vous êtes en poste, vous allez, comme un musicien, en fait, à chaque fois qu'on joue quelque chose, en fait, on affine son style, sa manière de faire, on devient meilleur.
Et ça, c'est hyper important. Et il n'y a rien qui remplace le fait de mettre des heures, de passer du temps, de le faire avec passion. C'est pour ça que si on a la chance de pouvoir faire quelque chose qui nous intéresse un peu plus, c'est Bonnard. Et dans le fait donc, c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour votre patron. Je peux raconter une anecdote là-dessus après, peut-être, mais Est-ce que tu penses vraiment que vraiment tu le sens comme ça? Quand tu vas bosser pour quelqu'un, tu le fais pour toi? J'aime beaucoup cet angle, hein, ce que tu es en train de dire. Parce que tu le fais pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu dois pas avoir d'admiration pour ton boss, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Moi, j'ai fait des années extraordinaires chez Logitech. J'ai énormément appris de différents boss. Mais j'ai travaillé comme un âne, vraiment. Et, bien payé ou ça va? Vite fait. Ah non, au départ, j'étais pas super payé, puis après, ça allait mieux, mais il faut aussi dire que ça date, quoi. Il y a 2 fois prescription, donc c'est énorme, c'est énorme. Mais à la fin, non, j'étais très bien payé, mais c'est pas, il faut pas viser la thune d'abord, il faut viser le fait d'apprendre en début de carrière, tu vois. Je dirais de 20 à 30, voilà, pour donner un ordre de grandeur. De 20 à 30 ans, en fait, il faut acquérir des skills, qui soient soft ou hard, il faut acquérir de l'expérience parce que si on travaille dans le milieu, je ne sais pas, de la gestion de fortune privée dans une banque privée, ben, on va acquérir un savoir-vivre, une manière de traiter les dossiers, une manière d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un qui a perdu sa fortune. Cher Younes, écoute, tes 38 millions, effectivement, mais je t'en prie, ne t'énerve pas et n'aie pas peur, mais c'est vrai qu'il en reste moins de 4. C'est pas facile. Alors, quelqu'un qui sait annoncer quelque chose comme ça et qui garde le client, il marche sur l'eau. Il est fort, tu vois. Donc, en fait, au départ d'une carrière, il faut vraiment apprendre, se voir comme un outil et s'affiner. Une fois, il y avait un candidat qui m'avait écrit pour une postulation, il avait dit « Je suis affûté comme une liane ». Alors, on va reprendre son mot, il faut s'affûter comme une liane, il faut se jouer de soi-même comme d'un instrument et puis se nourrir en fait d'expériences, d'aventures, d'apprentissages divers et variés, notamment dans les soft skills, parce que, bien entendu, que ça compte énormément. Pour les auditeurs, posez-vous la question suivante. Vous êtes celui ou celle qui va promouvoir quelqu'un. Est-ce que vous allez plutôt promouvoir quelqu'un de sympa en qui vous avez confiance ou une espèce d'autiste qui fait la tête chaque lundi et qui vient jamais aux soirées? Ben c'est évident, vous avez la réponse. Vous allez choisir quelqu'un en qui qui vous amuse, qui vous semble être un petit peu doué. Ça ne veut pas dire que vous devez passer toutes vos soirées avec vos collègues, mais s'ils ne sont pas enquiquinants, alors il faut toujours le faire de manière noble et sûre, c'est-à-dire il ne faut pas y aller si c'est désagréable. C'est pas qu'il faut, mais oui, de manière imagée, je dirais, il faut s'intéresser aux gens à qui on travaille, s'intéresser à leur vie privée, essayer de voir comment ça se passe. Il ne faut pas être naïf, mais je pense que c'est évident. Le jour où vous aurez à promouvoir quelqu'un, vous promouvrez le combo brillant, fiable et sympa. Mais tu as l'impression que c'est tout. Enfin, tu parles du geek ou enfin, de l'autiste qu'on peut appeler plus communément un leader technique. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui se disent voilà, la meilleure personne, c'est celui qui gère, justement, qui comprend le boulot inside out. Mais c'est vrai que cette partie managériale, elle est super importante parce que si tu communiques pas, si tu sais pas gérer une équipe, c'est des skills qui varient de l'aspect technique. Mais ça dépend du niveau de carrière et c'est pas valable que pour les ingénieurs. Par exemple, si quelqu'un fait une carrière en banque et puis qu'il est hyper fort au niveau administratif, if you do a shitty job extremely well, you're going to get stuck with it. Si tu fais un boulot à la con de manière parfaite, tu seras jamais promu parce que comme personne ne voudra le faire, moi je vais pas te promouvoir, je vais te laisser dans les bas étages pour continuer à faire ça. C'est un super conseil, ça. Mais comment tu sais qu'une fois que tu signes, tu vas faire un boulot de merde? Bah, au début, c'est souvent le cas. Il faut être flex et puis il faut s'intéresser aux gens, essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, qui décide de quoi. Et ce qu'il faut, c'est créer de la valeur. C'est pour ça qu'il faut mettre des heures. Parce qu'au début, on ne sait pas faire grand-chose. On a un métier, on a plus ou moins appris à l'université, on a fait un BTS, on a fait quelque chose. Mais voilà, au début, il faut un peu se taire et puis il faut aider. Il faut essayer de ne pas être un problème, puis d'être un apport à une solution, disons. Il faut toujours rester modeste, toujours mettre son boss sur un piédestal.
loi hyper importante. Il y a un super bouquin qui a été écrit par Green, là, c'est The 48 Laws of Power, les 48 lois du pouvoir. Et la première règle, c'est never outshine the master. Donc, votre boss, en fait, même si c'est quelqu'un qui a certaines limitations, il faut jamais lui faire perdre la face. Super important. Ouais. Super important. Donc, en fait, si vous faites un truc bien, c'est évidemment grâce à lui. Et l'organisation, lui ou Ça, elle… des fois, c'est rageant, ça, c'est frustrant parce Non, que… il faut être simplement malin. Il faut relire Machiavel. Il faut être un tout petit peu… Il faut être intéressé à son propre bonheur et il faut comprendre… Relire Machiavel, tu veux dire quoi par là? Relire le livre? C'est quoi? Oui, Machiavel, je connais pas ce truc. tu connais pas? Non. C'est le Florentin. Il a tout découvert de la nature humaine et de la manière dont les affaires se font. Et en fait… mais on mettra les liens en commentaire. Mais bon, Green, comment il s'appelle? Attendez. Honte à moi ou Non, non, pas du tout. Non, non. C'est pas du tout honte à toi. Machiavel. Le premier sur qui je tombe, c'est Niccolo Machiavelli, mais c'est pas ça. Si, C'est lui? si, Ok. si. Et il a fait quoi? C'est quel livre? Dans quel livre tu parles? Machiavel, mais c'est un gars qui vivait à Florence pendant la Ouais, Renaissance. Et ok, puis, c'est ça. ouais, c'est ça. Et puis, Mais il a plein de livres. Il a fait plein de livres. Il a non, non, quoi? mais c'était, je sais pas, 1650, c'est ordre de grandeur, quelque chose comme ça. C'est très ancien, mais en fait, il a réussi à 1500 manipuler et quelques. les princes. Ouais, tu vois, 1500. Mais il a réussi à manipuler les princes, à décrire un peu comment fonctionne la nature humaine pour en tirer profit. Alors, je dis pas, il y a maintenant cette expression qu'on voit de manière négative, c'est vous êtes machiavélique. Ça veut dire que vous faites quelque chose avec une intention. Mais quand on fait quelque chose, dans le monde de l'entreprise, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Le mec qui est au-dessus de vous, il a une intention quand il vous demande de faire quelque chose. Ouais. Alors, les vrais boss, les vrais leaders qui sont extrêmement talentueux, ils vous font courir comme des lapins sans même que vous vous en rendiez compte. Ça, c'est le talent. Ça, c'est tout bon, ça. Ça, c'est les tout bons. Vous ne voyez même pas. Par exemple, Guerrino de Luca, qui était CEO de Logitech, il pouvait t'annoncer que tu n'avais pas de bonus à une salle prête à défaillir de 300 personnes. Tout le monde repartait avec le couteau dans les dents. Ah ouais? Ça finissait à Ok, 17h30, tu allais bosser. C'est un gars, mais absolument extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et donc, il y a tout ça, il y a tous les aspects de charisme, mais ça, c'est plutôt pour après. Mais au départ, ce qu'il faut, c'est contribuer et puis ne pas donner l'impression à son boss qu'on a fait un truc que c'est pas grâce à lui. Et Robert Greene, qui est un mec assez intéressant, en fait, il a écrit c'est les 48 lois du pouvoir. En fait, ça, c'est une bonne lecture en fait pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire de manière malveillante, bien entendu, mais c'est un peu une description de la manière dont les êtres humains entre eux s'attribuent des rôles et se répartissent le pouvoir. Et c'est une vraie chose. C'est vraiment un truc qui existe. Donc, en fait, de comprendre un tout petit peu comment ça marche, c'est bien. Et par exemple, si vous avez un boss, si vous ne le respectez pas, ben, vous aurez des problèmes. Ça, je vous le garantis. Ouais. Mais c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui te disent avant de choisir la boîte, et on le voit notamment avec les plus jeunes, que le nom de la boîte, ça les fait plus saliver, ça les fait pas rêver. Mais il faut vraiment choisir le manager, quelqu'un qui va te laisser progresser, qui va te laisser avoir des initiatives et qui lui-même est assez ambitieux pour que si toi tu es ambitieux, ben, tu puisses peut-être prendre son poste ou l'aider à gravir les échelons ensemble. En fait, ça. je pense que c'est un truc Il faut super. quelqu'un qui vous aide à devenir plus fort, qui vous aide à apprendre. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est suffisamment bon, qui ait confiance en lui pour gérer des problèmes, pour progresser. Moi, je me souviens, on avait un manager en banque et je vais pas citer son nom, mais des fois, c'était le feu et tout. Et il y avait vraiment des fois des gros problèmes et tout. Et quand ça commençait à être le feu et tout, le problème, bah, il baissait sa chaise, tu vois. Il baissait, puis tu le voyais plus. Et donc, tu regardes et tout, bah, il n'y a plus personne, quoi. Et ça, je trouve que ça manque un peu de leadership, tu vois. Et lui, voilà, il manquait de connaissances techniques. Et donc, tu dis, voilà, au final, c'est pas grave. Hein, un manager, il n'a pas besoin d'être bon dans tout. Mais au moins, gérer quand il y a le feu, quand il y a des problèmes, il faut qu'il soit présent, quoi.
Ouais, alors c'est clair qu'un bon leader, il doit évidemment toujours défendre ses équipes, être là pour eux, ça c'est absolument clair. Mais alors l'autre chose, c'est un petit peu comme à l'école. À l'école, quand tes enfants, ils vont déjà à l'école? Oui. Ouais, ils ont Ouais. 10 et 7, ouais. Eh ben, en fait, de temps en temps, ils ont des super profs et de temps en temps, ben, c'est un peu so-so. D'accord? Donc, en Ouais, fait, le quelle est prof de la… mon fils, cette année-là, apparemment, il est compliqué. Il y a déjà plein de lettres qui sont parties au Waouh, département de l'instruction publique et tout. Il a un dossier gros comme ça, dossier. mais il est toujours là. On Et en verra. fait, le message que tu donnerais à ton fils, c'est, ben, mec, il va falloir composer avec cette affaire, sauf si vraiment ça prend des proportions infâmes, auquel cas tu interviendras. Mais c'est l'occasion, en fait, de l'aider à se renforcer. Bon, bah, il en va de même un petit peu dans les entreprises. En fait, il y a certainement chez tous les auditeurs qui nous écoutent, 1, 2, 5, 10 professeurs qui vous auront marqué, dont vous vous souvenez, qui ont été, et souvent avec le recul et des années plus tard, on se dit, bon, ils étaient peut-être pas si mauvais. Mais en fait, il y en a une partie qui est brillante, qui est attachante, qui imprime, qui laisse une marque. Et puis, il y en a, on va dire, plus qu'une moitié où, ma foi, il faut faire avec. Disons ça Ouais, comme ça. Et dans un job, en fait, même si l'exigence qu'on pose d'avance, c'est d'avoir un leader qui soit à la fois extraordinaire, charismatique et brillantissime, ça va pas faire beaucoup de postes. Hein? Voilà. Donc, il faut aussi apprendre à faire avec ce qu'on trouve sur place. Sauf si, évidemment, ça prend des proportions dingues, bien sûr. ouais, Tu vois, c'est donc vrai. c'est un exercice en Mm. fait d'adaptation. C'est pas seulement, bien sûr, si on a le choix entre deux places, puis qu'il y a un boss qui est plus charismatique que l'autre, plus brillant, plus motivé, tant mieux. Mais je doute qu'on ait tellement le choix. Et à mon avis, l'exercice est plutôt de faire avec. Et si vous arrivez à faire briller un boss qui est déjà pas très brillant, il va d'autant plus vous aimer. Et la hiérarchie va le voir. Et le mec en dessus, il va bien voir que vous êtes tellement malin que vous avez aidé un type un peu, ma foi, qui ne progressera pas à progresser. Et ça se repère aussi. Donc, en fait, il faut contribuer au bien-être de l'entreprise. Ça, c'est la clé. Si vous faites des ennuis, si vous faites des histoires, c'est raide. Il faut contribuer, il faut résoudre des problèmes, il faut créer de la valeur. Et justement, à quel point enfin, tu parles de l'aider d'une manière subtile et tout, parce que s'il voit aussi que tu es plus malin, que tu as plus envie, peut-être que un manager médiocre, il va moins te laisser de place, il va essayer de te Non, mettre au placard. pas si tout le profit, tout le bénéfice et toute Va pour lui. la gloriole va pour lui. Mm. Non, mais combien de temps, des fois, tu peux te dire, enfin, moi, j'ai eu pas mal de discussions avec des amis, puis au bout d'un moment, tu te dis, bah là, pour ceux qui ont la chance d'avoir un bonus, bah, le gros chunk du bonus, il est parti chez lui, moi, j'ai pris que les miettes, et tu vois, combien de temps tu patientes? Alors ça, je comprends, mais ça, je pense que c'est une question ante, c'est-à-dire que ça dépend de l'industrie dans laquelle vous vous inscrivez. Si tu veux, la banque privée, par exemple, c'est pas une industrie qui est en train de doubler chaque année. Mm. D'un autre côté, si vous êtes chercheur en IA hyper pointu et ça concerne probablement entre 10 et 100 personnes dans le monde, vous pouvez vous faire un chèque entre 100 et 300 millions. Ben voilà. Et en fait, chez OpenAI, je sais pas, ils doivent engager entre 5 et 10 personnes par jour. Il y a tout le temps des promotions. Ils sont en train de faire grandir, d'inventer une industrie. D'accord? Donc, en fait, il faut choisir le domaine. Puis si vous allez, par exemple, dans, je sais pas, la réfection des routes, ben, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des bouleversements tous les 10 jours, parce que moi, depuis le temps, je vois les routes, c'est toujours le même truc, on creuse des trous, on enlève le goudron, on le remet, enfin bref, ça m'a l'air d'être très répétitif. Je m'attendrai pas à une révolution dans ce domaine. Même chose dans la banque. Donc, si on fait Mm. une carrière dans la banque, ça veut dire que c'est une carrière de long terme. Soit on y va quelques années pour apprendre des skills, c'est ce que tu as fait, puis après on peut faire autre chose. Soit si on veut faire une carrière dans la banque, il faut savoir où on met les pieds. Puis vous pouvez déjà prédire qu'après tant d'années, il faudra changer de job, etc., etc. Mais une carrière bancaire, c'est forcément une carrière qui est un peu lente, inévitablement. Parce que c'est une Mm. industrie qui est lente. C'est une industrie lente, mais c'est vrai que tu as quand même des belles opportunités. Ouais. Euh, t- tu regardes, tu as beaucoup de gens. Bah, on parlait souvent de Michelin. Et il me semble que Florent Ménégo, il est aussi parti presque d'en bas. Enfin, si tu maîtrises pas toute la chaîne, tu as fait plein de différents postes, tu peux Mhm. pas grader. Donc, même si tu es dans des jobs qui sont un peu moins
on va dire, un peu plus épuisant, un peu plus, il y a des opportunités. Enfin, le fait d'apprendre et de commencer d'en bas, ça te permet de comprendre tout le système et puis toutes les opérations, et puis tu peux grader assez facilement. Donc Oui, ça oui. aussi, c'est intéressant de le noter parce que, Oui, oui, enfin, oui. c'était une petite parenthèse par rapport aux apprentissages, tu vois. Ouais, Genre, je ouais. sais que même à l'époque, les CEO d'UBS, c'était des mecs qui ont commencé par un CFC, quoi, un apprentissage. Ouais, mais quand même, Ménégo, il est entré en 86 chez PwC comme consultant. Si tu veux, il n'a Ok. pas commencé à nettoyer les chiottes, tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a encore des carrières comme ça chez Nestlé où tu peux commencer comme stagiaire, mais ça, à mon avis, on nous vend un petit peu un roman. Il a commencé chez Michelin en 97 comme directeur commercial pneus poids lourds. Alors, j'imagine bien qu'il est brillantissime, sinon il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. C'est clair et net que pour faire une gigantesque carrière, il faut quand même avoir un certain talent. Mais moi, je me méfie vachement de ces trucs où on commence en bas de l'échelle. C'est parfois vrai parce que tu commences comme stagiaire. Nestlé, par exemple, je sais qu'ils font ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, tous les CEO, ils avaient toujours commencé tout en bas de l'échelle. Brabec, je crois qu'il avait commencé en vendant des glaces. Enfin bref. Donc, ils ont cette tradition-là. Mais ça concerne un nombre d'entreprises qui est assez faible. Michelin, c'est aussi une entreprise très familiale qui est très bien gérée. Donc, en fait, ils ont une grande solidarité. Le mec de Nvidia aussi, Wang, lui, il est très, très fidèle à ses employés, il les développe et tout. Donc là, ben, ça vaut la peine de s'accrocher. Mais il ne faut pas croire non plus que les gens qui commencent, on va dire, relativement en bas, parce que quand même, directeur pour les pneus poids lourds chez Michelin, c'est pas non plus rien du tout, tu vois, Ah oui, c'est un beau poste, c'est le clair. mec, il n'a pas commencé sur la ligne à tirer des pneus à la prod, quoi, tu vois. Donc là, à mon avis, c'est un petit peu, on nous vend un peu de American Dream. Ouais, c'est plus aux States, ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis après, c'est vrai, par exemple, un gars, il y avait deux mecs dont j'ai écouté les entretiens où je trouvais leur parcours extraordinaire. Il y en avait un, c'était Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan qui s'est évadé dans une malle du Japon. Ce gars, il est absolument incroyable et extraordinaire. L'écouter, il est brillantissime, il est tranchant comme tout. Je l'écoutais l'autre jour, il racontait une rencontre qu'il a eue avec Vladimir Poutine. C'était extraordinaire. Donc, le gars, il est brillantissime, il a fait une carrière de dingue, mais il a commencé chez Renault, je ne sais plus ce qu'il avait comme poste. Il a pris un poste super. Il a fait les grandes écoles, bien sûr, mais il a pris un poste directeur de je ne sais plus quelle antenne ou de quel pays, puis il a réussi en fait à résoudre le truc. Mais Ouais. il a commencé, s'il veut, en bas d'une échelle, quand même déjà sur une autre échelle, si tu veux. C'était pas tout en bas. Et un autre que je trouve extraordinaire, où lui, alors c'est vraiment un parcours qu'on peut que admirer. Le gars est pétri de qualité, c'est Alain Juillet, l'ancien patron de la DGSE. Qui a maintenant Ok. ouais, il est brillantissime. En fait, ce gars, il est hyper intéressant. Il explique que voilà, je sais pas, il avait 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Il était un peu désœuvré. C'était une autre époque aussi. Hein. Il doit avoir hors de Il est pas grandeur. mort, lui? Non, Non? non, Alain Juillet, non. Ok. Il est 42. Ouais. Ok. Tu vois, il a quand même un certain âge. Et puis en fait, il Hmm. explique dans une interview, il dit que Il il ressemble à sait. Charles Pasqua. Ouais, non, mais il est vraiment brillant. Il est très attachant. Il fait des super analyses. C'est vraiment un gars, mais il gagne à être connu. Il a vraiment quelque chose. Il est brillantissime. C'est ça que je voulais dire. Mais il était jeune. Il était un peu désœuvré. Puis je dis, bon, je sais pas trop quoi faire. Et il s'engage dans les parachutistes. Ok, le Ok. mec, il y va. Et donc, il fait carrière dans l'armée. Et puis après, il est devenu patron de Ricard. Et c'est très intéressant donc, c'est pas une autre vie, mais cet alcool qu'on boit en jouant de la pétanque. Et en fait, c'est très, très intéressant de l'entendre comment il a grimpé les échelons et il a fini patron de Ricard. Après, il a été patron mais de plein de grandes boîtes. Et ensuite, patron de la DGS. Enfin, c'est une carrière, mais absolument mirobolante. Mais quand on l'entend parler à l'âge qu'il a, on comprend pourquoi il a fait la carrière qu'il fait. Et c'est effectivement un mec, par rapport à ta question initiale, est-ce qu'il faut être sympa avec les gens? Alain Juillet, tu as juste envie d'être avec lui. Tu as Ouais. envie d'être en sa présence. Il est agréable, fin, intelligent. C'est un délice. Et bon, moi, je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas eu cette chance, mais c'est vraiment quelqu'un que j'écoute avec avidité. Si je vois qu'il est interviewé, et puis il a sa chaîne qui s'appelle… Open Box TV, je crois. C'est là qu'ils font le concours
Aussi, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que, enfin, ce conseil d'être sympa et la deuxième chose aussi qui ressort, et ça, c'était Sam Altman, le fondateur d'OpenAI quand il était CEO de Y Combinator, donc le plus grand accélérateur de start-up au monde. Il te disait que vraiment la qualité numéro une d'un dirigeant, et que ça soit un CEO ou un manager et tout, c'est la communication. Et lui, il te disait, déjà, moi, je juge un fondateur s'il est bon, s'il est capable de m'expliquer son idée en 25 mots. Et ça, c'est la chose la plus importante, quoi. Alors, je pense que c'est effectivement très important et puis c'est quelque chose qui peut être différenciant. Un autre critère, je pense, parce qu'il faut faire attention s'il y a une chose, en fait, tout le monde n'est pas destiné à être Sam Altman, hein. Ah oui, c'est clair. Il faut faire attention parce que je pense que de se fixer un objectif qui n'est pas le bon, en fait, c'est une bonne définition de l'enfer ou du purgatoire, pour le moins. Donc, il faut aussi être raisonnable dans ce qu'on souhaite parce qu'en fait, ça risque bien de vous arriver. Et je ne suis pas sûr que le job de CEO, c'est fait pour tout le monde. Si vous êtes fait pour ça, allez-y, 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 mettez les heures. Mais il n'y a aucun bienfait si tu veux, c'est cette fable de Brecht, c'est pourquoi il faut mettre en place une pêcherie pour ensuite pouvoir se reposer puis pêcher un poisson par jour et passer du temps avec sa famille. En fait, on y est déjà. Donc, du coup, il faut faire très attention en fait à ce qu'on souhaite. Et je pense que ce qu'il faut, c'est examiner son plaisir, la quantité d'apprentissage qu'on fait et le plaisir. Mais il n'y a aucun. Alors, la thune, ok, mais je ne suis pas sûr que c'est si fantastique que ça comme objectif. C'est un corollaire en général du fait qu'on devienne fort, plus qu'une fin en soi au départ. Et à mon avis, c'est beaucoup plus raisonnable d'essayer de mesurer ce qu'on apprend, en tout cas dans les débuts de carrière. Ça, c'est clair. Il faut apprendre, apprendre, apprendre. Trouvez-vous un boss qui vous fait bosser. Mais si tu as 40, c'est quoi ton conseil justement? Si tu as 40, par exemple, 40, 45, tu vois, tu as le bouleversement de l'IA, tu te dis, ça l'input. dépend de la trajectoire que tu as eue jusqu'à maintenant, en fait. C'est difficile de répondre de manière générique. Ça dépend de ta situation familiale. Parce qu'alors après, évidemment, une carrière, c'est fait de deux choses. C'est fait d'un plan et puis c'est fait d'opportunités qui se présentent ou pas. Donc, il faut rester souple. Il y a des opportunités qui se présentent. Ça peut être cool. Et puis, il faut aussi, en regard, je dirais, être loyal au commitment et au choix qu'on a déjà fait. Si vous avez 45 ans, 2 enfants, une hypothèque sur le dos, ben voilà, c'est peut-être pas le moment de passer de tel Tarzan de liane en liane. Ça dépend. Est-ce que c'est le moment justement d'essayer de grader parce que tu te dis au moins, j'ai moins de chances de me faire licencier? Si c'est là votre objectif, oui. Mais avant de fixer cet objectif-là, il faut bien réfléchir. La chose, c'est… Tu dis quoi, au downside? Au Ouais, mauvais parce côté que… de devenir manager? Ouais, puis manager en soi, c'est une profession. Alors peut-être que dans les banques, c'est le seul moyen d'être un peu plus payé, mais parce que j'en sais rien, je connais jamais travaillé dans le domaine, mais ce qu'il faut, c'est faire quelque chose avec beaucoup de talent. Puis là, vous avez une meilleure chance. Mais manager des gens, c'est un talent tout à fait particulier. Il y a très peu de gens qui aiment faire ça et qui le font bien. Donc se mettre manager, parce que moi, je connais énormément de gens qui ont des positions de leadership ou de manager, puis ils vous disent tout le temps, bon, c'est génial, sauf que bon, le problème, c'est les gens, hein. Eh ben, ça veut dire qu'ils ne sont pas à la bonne place. Et je leur fais systématiquement la même réponse, je dis, ben, fais autre chose. Tu ne peux pas être bon, en fait, si tu n'as pas du plaisir à interagir avec l'autre, à l'aider, etc., etc. Donc, mais socialement parlant, tu es d'accord que c'est un peu le rôle, tu rentres, tu fais tes preuves, tu apprends, ensuite tu as une promotion, c'est un petit peu la petite carotte comme tu dis, jusqu'à que tu arrives peut-être à un niveau et tu gravis les échelons, et puis après en fait, on va dire que dans la vie, une carrière professionnelle, c'est la promotion, tout le monde l'attend, quoi, ou quasiment tout le monde. Ben, je pense que c'est la mauvaise manière de le voir. Bien entendu que tout le monde veut plus de thunes pour en faire moins et faire des choses qu'on aime plus. Ça, c'est clair que ce n'est pas un grand secret. Peut-être qu'on peut demander aux auditeurs aussi de nous répondre. Est-ce que c'est important de devenir manager, de devenir chef ou pas? Ouais. Moi, je pense que c'est bien que si tu sens que c'est pour toi. Sinon, faut pas y aller. On peut développer aussi d'autres. Vous pouvez développer peut-être un business à côté. Ce qui compte, je pense, c'est d'apprendre.
Surtout maintenant, parce qu'en fait, le rythme de changement et d'opportunité, il est gigantesque. Donc, c'est plutôt un reskill qu'il faut faire plutôt que d'espérer. Alors, bien sûr, sur le long terme, sur 10-15 ans, il faut gérer sa carrière de manière un peu stratégique, mais si vous devez, c'est quoi dans une banque, donc banque privée, donc bon, t'entres, t'es grouillot de base, hein, puis après, tu deviens manager d'une petite équipe, et puis après… Ça dépend où tu rentres. Tu as soit le back-office, bon, voilà, tout ce qui se passe à l'arrière. Tu as le front office où tu es gérant, tu peux être assistant / secrétaire. Ils n'aiment pas, hein, c'est une petite blague à l'interne, mais / secrétaire et tout. Puis après, tu as tout ce qui est aussi les risques, compliance, mais ça, tu n'es pas en train de gérer des clients. Et généralement, tu rentres et puis tu as, on va dire, les dinosaures qui deviennent experts à la fin et eux, c'est vraiment des geeks, nerds, ils connaissent tout sur tout le système et puis eux, ils veulent pas devenir chefs. Souvent, ça se passe comme ça. Tu vas leur poser une question, ils t'envoient péter et puis ils font de la rétention d'informations. Comme ça, voilà, ils protègent leur place. Puis après, tu as ceux qui changent de banque chaque 3-4 ans pour gagner 10, 15, 20 000 francs en plus et qui ne sont pas forcément intéressés à devenir manager, oui ou non. Et après, tu as ceux qui restent pendant 10, 15 ans et puis qui comment on dit, ils gravissent les échelons petit à petit, quoi. Ben voilà, il faut faire ce qui va vous apporter le plus de satisfaction. Le plus d'oseille, je rigole. Le plus d'oseille, oui. Non, mais l'oseille, c'est bien. Moi, j'ai rien. C'est évidemment magnifique, mais c'est une heureuse conséquence. C'est pas forcément surtout en début de carrière, c'est pas forcément un objectif raisonnable. En fait, vous avez bien meilleur temps de prendre un job qui sera où vous apprendrez plus. Et bien sûr, il faut pouvoir manger, quoi. C'est clair, hein, je dis, mais voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'en début de carrière, en final, ils se débrouillent, quoi? Faites vos expériences, faites vos trucs. Je pense que c'est plus à partir de 40, 45 ans que là, tu dois vraiment être sûr. Parce qu'avec l'IA qui arrive, tu te dis, voilà, 25, 30 ans, faites vos trucs. 40, 45 ans, c'est beaucoup trop tard. Il faut avoir les dents qui rayent le plancher vers 28. Bah là, tu dis quoi justement à quelqu'un qui… Est-ce que enfin, moi, où j'essaie d'en venir, c'est que je me dis, peut-être en devenant manager, tu es au moins un peu future-proof, tu es protégé de ce tsunami de l'intelligence artificielle. Ouais, alors ça, je suis pas sûr du tout, parce qu'il va falloir être très bon. Je suis pas sûr que les IA le feront pas mieux que nous. Alors là, je m'avancerai pas à dire que d'être manager, c'est la clé, hein. Par exemple, des entreprises tech comme Microsoft, Apple, etc., ils réduisent leur headcount de 5 à 10% par année. Ok, parce que en année, c'est les intérêts composés, mais à l'envers, hein. Et crois-moi que ça fait des charrettes monstrueuses et personne n'en parle. Parce qu'en fait, Elon Musk, ce qu'il a fait quand il a racheté feu Twitter pour le transformer en X, c'est qu'il a viré pratiquement tout le monde. Ouais. OK, X existe toujours et ça va très bien. Du coup, les gens se sont dit, OK, fine. Donc maintenant, on va pouvoir augmenter le profit qu'on fait. Et le problème, quand tu as une entreprise comme Microsoft, comme Dell, comme Salesforce, le problème, c'est OK, où tu coupes, qu'est-ce que tu coupes, qui tu vires. Et pour le faire, en fait, il coupe morceau par morceau d'année en année. Et là, crois-moi qu'il va y avoir des managers qui vont gicler, mais par brouette entière. Donc, non, il faut viser manager, pas du tout pour vous protéger, mais si c'est le truc que vous adorez faire, il faut être fort. Bah, tu fais comment? Parce que, enfin, tu fais comment? On n'a peut-être pas le temps de tout développer. Non, mais par exemple, imaginons que tu es dans la banque et puis tu ferais quoi? Tu es conseiller clientèle, ben, en fait, tu vas développer un chatbot qui va aller pomper toutes les informations live pour pouvoir préparer des réponses à la clientèle et avoir un meilleur smile. Par exemple, ChatGPT 5 ou Gemini 2.5 Pro, ça peut énormément aider pour annoncer une nouvelle à quelqu'un. Vous pouvez vous entraîner à faire tester des tests psychologiques à vos clients pour cerner leur personnalité avec les Big Five Personality Traits et vous aider d'une IA pour savoir comment leur présenter les choses. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Par exemple, il y a des gens, quand tu leur présentes un contexte, si c'est votre boss, il y a des fois, voilà, un exercice pratique, on apprend à s'adapter à son audience. L'audience, c'est votre boss, donc en fait, vous le connaissez.
suivant la personnalité des gens, je vous donne 2 cas extrêmes. Vous avez quelqu'un à qui il ne faut surtout pas envoyer un mémo, mais il faut parler au café pour parler d'un projet qu'on voudrait faire. D'accord? Puis, ça, c'est une manière d'aborder le truc. Il fait, ouais, ok, Jean-Pierre, c'est super, vas-y, on y va comme ça. Pim, 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 ça se fait tout dans le relationnel. Puis après, vous avez d'autres gens. Moi, j'ai eu une boss comme ça. En fait, il fallait un tableau Excel. Ouais. Quand il n'y avait pas un tableau Excel, on n'avait rien dit ni rien fait. Okay. D'accord? Donc, en fait, il faut faire ça. Maintenant, si vous êtes, comme on dit, accompagnateur de clients dans une banque privée, c'est quoi? Gestionnaire? Comment on appelle ça? Gestionnaire, ouais. Gestionnaire. Gestionnaire. Si gestionnaire, commencez à vous renseigner sur ce que c'est que les Big Five et puis essayez de cerner la personnalité de vos clients, de votre boss, et puis commencez à adapter votre communication pour vraiment faire le petit savon et vous adapter à ses besoins à lui. Il y a autant de personnalités que de gens, chaque personne est unique, mais ça aide beaucoup d'essayer de les profiler pour simplement raffiner votre art, d'être en lien avec quelqu'un et de s'adapter à sa personnalité. Ça, c'est un joli challenge. Si ça vous intéresse, mais là, vous pouvez utiliser l'IA, bien sûr, ou pas, mais de se voir comme un instrument et de s'utiliser mieux, c'est d'aller vers son bonheur et son plaisir. Et c'est pas forcément si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas les gens, c'est pas la peine de devenir manager. Vous allez pas être bon. Je pense que c'est intéressant de faire le lien avec notre webinaire IA. Je vais partager le lien parce que c'est quelque chose on va couvrir un peu plus. Donc, je vous invite à aller sur la page learn.elitebrain.ai. Vous descendez un petit peu et puis là, vous avez notre prochain webinaire qui aura lieu le 18 septembre en ligne à midi et c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Et là, en fait, c'est ce qui est intéressant dans ce webinaire et ça rejoint un petit peu notre discussion. C'est que là, on parle beaucoup du tertiaire, mais n'importe quelle industrie va se faire balayer par l'IA. On le voit même avec l'automobile. Ça, c'est avec l'électrification et puis toute la tech qui tourne autour. Et c'est-à-dire que ce que j'aime bien, ce que tu as mis comme phrase d'inaction est le plus grand risque. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, en fait, la raison pour laquelle on fait ce webinaire, c'est en fait pour pouvoir prendre les questions des gens. Parce que, si tu veux, c'est facile d'articuler un discours, mais en fait, il faut répondre aux questions concrètes que les gens se posent. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. Moi, je me réjouis. Et même si vous ne posez pas de questions, ça peut être intéressant parce que vous pouvez écouter la question du voisin qui peut être pleine d'enseignements aussi. Donc, ouais, non, je me réjouis beaucoup. Ouais, je pense que ça serait cool d'avoir des personnes avec des backgrounds différents. Parce que nous, souvent, on parle de banque, on parle un peu de notre monde qu'on connaît et tout. Même si toi, tu es très orienté ingénieur et tout, mais s'il y a d'autres personnes… Attends, moi, j'ai quand même eu une formation d'installateur sanitaire dans mon premier job, à Unterkulm. Ok, je ne savais pas ça. Ouais, en Argovie. Parce que j'ai été recruté par une boîte, mais je ne connaissais rien à rien, par une boîte qui n'avait plus de sous. Ah oui, tu m'avais dit ça. Et le boss, le directeur me dit, bon, Pascal, écoute, on t'a trouvé un taf, mais on t'a loué en fait à une boîte KWC qui fait des robinets en Suisse alémanique. J'ai dit, ah, cool. Mais moi, si tu veux, moi, j'étais là, ouais, cool, super. Je ne me rendais même pas compte qu'ils n'avaient plus de sous, si tu veux. Et du coup, j'ai dû développer un robinet électronique. Et du coup, j'ai eu une formation de sanitaire. Ouais, excellent. Parce que comme je devais tout le temps monter et démonter des robinets, mais il y a bien un moment où il faut brancher l'eau, et c'est pas si simple. Enfin, c'est pas hyper compliqué non plus, mais n'empêche. Ce qui était marrant, c'est que la formation de sanitaire, elle était en suisse allemand. Non, c'est dur. Quand je Vraiment, pense, Schweizerdeutsch. Ja, genau. Oh, punaise. Ouais. Et tu dis quoi justement, quelqu'un qui est dans les sanitaires par rapport à l'IA? Ah, mais je dis qu'il a une autoroute dorée au platine et à la feuille d'argent devant lui. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le tertiaire, ça pourrait être une voie… Tertiaire, secondaire, c'est le bonheur. C'est tout ce qui est près des atomes. C'est sanitaire, serrurier, électricien, panneaux solaires, climatisation. Mais c'est ça que je ferais, moi, maintenant. Ok. Ouais.
Absolument. Je pense qu'en plus, ce sont des métiers qui rendent moins fous. Parce que je pense que dans l'économie du tertiaire, en fait, comme on va être tout bientôt pour ce qui concerne la réflexion et toute une série de tâches qui concernent la manipulation de l'information, on sera tout bientôt comme les joueurs d'échecs. C'est la machine qui a gagné. Et je pense que les grandes organisations qui font des charrettes 5 années de 5%, c'est horrible. Pour les auditeurs qui ont déjà vécu une réorganisation, une réorg, une bonne grosse réorg, c'est horrible. Ça met une mauvaise ambiance, c'est tout à fait désagréable comme lieu de travail. Donc, en fait, de grandes institutions qui se réduisent chaque année, c'est hyper pas agréable. Et je pense que suivant la nocivité de l'institution, mais sans qu'elle fasse exprès, c'est pas qu'il y a un méchant en haut qui a décidé de pourrir la vie des gens, mais c'est des choses qui arrivent quand les institutions souffrent. Eh ben, les gens qui la composent souffrent aussi, et je pense que vaut mieux aller installer des sanitaires ou poser des câbles électriques. Alors, je sais que c'est aussi un peu pénible. Moi, j'ai aussi fait des jobs comme ça, mais je pense que c'est là, en fait, c'est là que l'IA sera la moins remplaçante ou le plus lentement. Et puis, typiquement, imagine, on monte une entreprise, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait sanitaire. Moi, je pense que sanitaire, c'est une grosse mine d'or. On ferait ça. Et puis, c'est mon histoire sur KVC, voilà. Je veux dire, avec l'IA, tu fais ton marketing, tu peux choper des leads, tu peux faire ton site internet tous les 3 jours à 9. Tes factures, elles sont automatisées, ta comptabilité, elle est automatisée, etc. Tu n'as plus les embêtements et en fait, tu fais que te concentrer sur le client. Et crois-moi que IA ou pas IA, les mecs, quand ils ont un robinet cassé dans leur maison, il faudra le réparer. Hein. Ouais. Hein, c'est pas demain la veille que tu auras un Optimus qui va venir puis qui va te déboucher ton évier. Alors oui, c'est pas toujours facile sanitaire, mais serrurier, poser des panneaux solaires, là, faut aller sur les toits, l'électricité, enfin, ce genre de métier-là, en Suisse, c'est hyper valorisé. C'est l'équivalent d'un BTS en France, mais ce qu'on appelle un CFC, en fait. Voilà, il y a des gens qui ont un CFC qui deviennent conseillers fédéraux, donc ça pose absolument aucun problème. Et je pense que ça, c'est la partie de la population où ça va bien se passer. C'est vrai qu'en Suisse, on est très pragmatique. Hein. On aime bien des gens qui savent faire des choses, quoi. Ouais. Ouais, puis on n'a pas ce truc de juger les études pendant 115 ans. En fait, tes études, ça t'achète ton premier job. Et puis après, bon, ben voilà, c'est pas miraculeux. C'est vrai que par exemple en France, il y a une révérence envers les grandes écoles qui est très différente. Il y a une espèce d'emphase qui est mise comme ça sur un parcours scolaire brillant et précoce. Mais enfin, expérience faite, il y a au moins autant de cons. Et quand je dis au moins autant, je suis optimiste. Dans les bonnes écoles qu'ailleurs. C'est universellement réparti. Et puis, c'est pas parce que tu as fait une haute école ou une grande école que forcément tu prends des meilleures décisions que tout le monde. On le voit au niveau politique, quoi. Ouf, mon Dieu. Parce que tu as fait l'ENAC. Non, c'est sûr et certain. Je pense même au contraire, en fait, c'était. Je ne sais plus qui c'était. Un intellectuel français qui disait qu'en fait, les gens qui sortent de l'ENA, on devrait les obliger à prendre une année de pause pour qu'ils voyagent, pour qu'ils vivent un peu. Si tu veux, si tu es sélectionné à 11, 12, 13 ans pour tes compétences scolaires, en fait, même pas intellectuelles, tes compétences scolaires, ça veut dire que tu as la capacité, en fait, à réciter. Ça ne veut pas dire que tu es brillant, puis ça ne veut pas dire que tu vas t'en sortir dans la vie. Et on en revient à ta question de départ. Est-ce qu'il faut être sympa avec son environnement au travail? Ben, bien sûr. Les sympas, ils sont plus promus. C'est vrai. On reste là-dessus. Ouais, ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. C'est parce qu'ils font la preuve qu'ils arrivent à avoir cette intelligence sociale, émotionnelle, de situation qui permet de lire la carte et le territoire. Et puis, quitte à choisir, on préfère travailler avec des sympas. C'est vrai, tu fais plus confiance à quelqu'un que tu connais, avec qui tu as passé du temps et plus qui est sympa que. C'est certain. Ça marche. Nickel. En tout cas, j'espère que tous ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à réagir, à nous challenger aussi si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bien sûr. Faites-nous savoir, on est ouvert, on n'a pas la science infuse. Ciao Younes, à tout vite frérot. Ciao. Ciao, ciao.